le dernier cours à répondre à vos questions et à reparler de l'examen. Donc l'examen qui est toujours prévu en présentiel. On a le Janson pour nous, donc toutes les normes sanitaires seront suivies. Et je pense honnêtement, malgré ce que j'entends parfois à la télévision, que et pour vous et pour nous, euh, un examen écrit en présentiel est vachement mieux qu'un examen à distance. Enfin, surtout ici pour SDM, je trouve ça bien mieux. Mais donc, ce que je propose, c'est qu'on commence par discuter la dernière partie du cours, la dernière vidéo qui était euh, sur les mécanismes de rupture, que j'insiste sur les points importants et que vous me posiez vos questions au fil de l'eau. Puis après, ce qu'on peut faire, c'est revenir sur un exemple ou deux de questions d'examen. J'ai deux trucs sous la main où vous verrez bien quelle est la philosophie, même si je pense avoir bien insisté sur les points importants en cours d'année. Et puis, je peux répondre à toutes vos questions. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est partager mon écran avec les slides. Si vous avez si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont je propose de faire, vous pouvez le dire. Hein. Je ne suis pas un dictateur. Alors, partager. Boum. Alors, il y a ici, vous allez avoir juste. Est-ce que vous voyez mon écran? Enfin, mon écran, c'est plutôt PowerPoint ici. Oui. Ouais. Ok. Nickel. Donc la dernière partie de la partie 2 sur les propriétés mécaniques, ben, c'est un petit peu, ben, si on reprend l'historique, on a suivi la courbe de traction, on a regardé ce qui se passait en élasticité, on a expliqué les mécanismes qui apportaient de l'écrouissage et du durcissement en général. Hein. Écrouissage qui permet de retarder l'apparition de la striction. Mais bon, à un moment, on a striction et dans le col de striction, on va avoir des mécanismes d'endommagement qui vont se mettre en route et finalement, on va avoir rupture. Alors, quand on parle de mécanique de la rupture, il faut bien comprendre que en soi, c'est une branche de la physique des matériaux et on peut faire des cours, enfin, on pourrait faire 12-24 heures de cours sur la mécanique de la rupture. Et si moi, c'est juste une ébauche où j'ai divisé en fait en deux, on va dire en deux parties. D'abord, on vient sur ce qu'est la rupture fragile. Donc, je ne suis pas du tout en train de parler justement d'écrouissage, striction et puis rupture. C'est une rupture qui se passe en fait dans le domaine élastique. Donc, c'est typiquement le cas des céramiques. Et donc, on peut calculer quelle serait la contrainte minimum théorique nécessaire à cliver, à casser un matériau. Donc, ça veut dire on casse toutes les liaisons le long d'un plan. Et donc, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait dans la partie sur le calcul théorique de la limite d'élasticité, on parle exactement du même mécanisme. On regarde l'énergie, enfin la force nécessaire pour casser toutes les liaisons, et on tombe donc sur des ordres de grandeur qui volent de l'ordre du module de Young sur 10, ce qui est
totalement délirant par rapport à ce que l'on voit, en réalité. Alors, quand, pour la limite d'élasticité, on avait invoqué comme raison d'avoir une limite d'élasticité qui est plus basse que la limite d'élasticité théorique, ben, le fait qu'on avait des dislocations qui pouvaient se mouvoir. Ben là, ici, nous, on est dans le cas d'un matériau pour le moment donc fragile, je n'ai pas de mouvement de dislocation. Mais par contre, je casse non pas pour une valeur. Donc là, ici la limite d'élasticité théorique serait égale à la limite de rupture théorique. J'ai des valeurs qui sont beaucoup plus basses. Et donc, on explique ça par le fait que localement, par des phénomènes de concentration de contraintes autour de défauts. Et l'exemple que je cite toujours, c'est de dire, ben, voilà, prenez une céramique qui est obtenue souvent par fritage de poudre. Donc on part de poudre, on compacte ça, et puis sous pression, on augmente la température et on a coalescence de ces grains de poudre. Il reste toujours des porosités, des défauts, et autour de ces défauts, le champ de contrainte n'est pas le champ de contrainte macroscopique appliqué. Vous voyez, avec cette formule ici, vous avez un champ de contrainte en tête de fissure, le sigma Y, qui peut être beaucoup, beaucoup plus grand que le sigma nominal. Un petit exercice où on peut très facilement arriver à 100, 200, 300 fois la contrainte macroscopique appliquée. Et donc, localement, on peut avoir un champ de contrainte qui est suffisant pour casser des liaisons. Okay, donc ça, c'est vraiment l'idée de la rupture ductile, c'est que je dois localement casser les liaisons, et puis macroscopiquement, j'ai à ce moment-là ce qu'on appelle le clivage de ma pièce. Et donc la base de la rupture fragile, c'est un scientifique qui s'appelle Griffith qui l'a élaboré, on va dire. Et l'idée, je ne vais pas refaire tous les calculs, vous m'arrêtez s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris là-dedans, mais son idée, c'est de dire, ben voilà, pour que j'ai rupture fragile, il faut que d'abord j'atteigne une contrainte suffisante pour casser les liaisons, et ça grâce grâce ou à cause de la présence de défauts, je vais pouvoir l'atteindre. Mais il faut aussi que énergétiquement ce soit favorable. Et le bilan énergétique, il est assez simple. C'est que quand vous cassez autour du défaut, vous avez un déchargement élastique du matériau dans un volume qui est une ellipse. Et ça, c'est une force motrice. On récupère une énergie qui était stockée, mais d'un autre côté, quand vous cassez, vous créez aussi des nouvelles surfaces. Et c'est ce bilan énergétique qui amène à ce qu'on appelle le critère de Griffith qui s'écrit comme ceci. Vous avez dès que la contrainte appliquée macroscopiquement est plus grand que, alors vous avez ici une racine carrée, vous avez E et gamma S, donc E, le module de Young, gamma qui est l'énergie de surface, ça sont des propriétés du matériau, puis vous voyez ici que vous avez la taille, quand je dis propriété du matériau, c'est propriété intrinsèque, puis ici vous avez la taille du défaut. Et donc évidemment, on va prendre le plus grand défaut. C'est pour ça qu'on dit parfois que on a une rupture qui est dictée par le défaut de taille critique. Donc ça ici, au plus le défaut est grand, au plus le sigma nominal à laquelle on va casser va être bas. Donc ça veut dire aussi que on peut, si je connais
la contrainte maximum qui va être appliquée sur le matériau, je peux aussi calculer quel est le défaut, la taille maximum de défaut admissible. Et donc, typiquement, si je sais par exemple que je ne peux pas avoir un défaut plus grand que 20 microns, eh ben on va faire ce qu'on appelle du calcul non destructif sur les pièces, hein, de la tomographie, où on arrive à voir à l'intérieur de la pièce, en utilisant des rayons X très énergétiques, on arrive à avoir une vision de l'intérieur de la pièce, de la radiographie. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'avec la tomo, on peut aussi faire du 3D assez facilement. Bon, toujours est-il qu'on peut aller mesurer la taille des défauts et se dire, ben voilà, cette pièce, c'est bon, elle n'a pas de défaut plus grand que 20 microns, donc elle est bonne pour le service. Okay, donc ça, c'est la rupture ductile. Pour être tout à fait complet, c'est important de définir ce qu'on appelle le facteur d'intensité de contrainte, K. Donc dans la formule ici de Griffith, ce que je fais, c'est que je je mets la taille de défaut de l'autre côté en embarquant en pi avec. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets d'un côté ce terme 2E gamma S, qui sont des grandeurs intrinsèques du matériau, et puis ici, ce sont des grandeurs extrinsèques, c'est-à-dire ça vient du process et des défauts qui restent, et ça c'est le champ macroscopique appliqué. Et vous voyez quand ceci, donc ça va être ce qu'on va appeler le facteur d'intensité de contrainte, qui mixe à la fois la contrainte et la taille des défauts. Dès que ça va être plus grand que une valeur critique qui vaut E fois gamma S, enfin qui est proportionnelle à E fois gamma S, enfin, à la racine carrée de E fois gamma S, ben je vais avoir rupture ductile. Et donc ce facteur d'intensité de contrainte critique, vous voyez que dans le cas de la rupture fragile, vraiment contient des propriétés intrinsèques du matériau, ben, je sais que quand mon chargement et ma population de défauts va être telle que le facteur d'intensité appliqué devient plus grand que le facteur d'intensité critique, j'ai rupture ductile. Okay, et donc, on dit que KC, ça caractérise la ténacité du matériau. Si vous écoutez la vidéo YouTube, j'insiste bien sur le fait que la ténacité, c'est la résistance à la propagation de fissures, et que la mesure d'une telle propriété est loin d'être évidente. Est-ce qu'il y a des questions sur la rupture fragile? Oui, moi j'en ai une. Vas-y. En fait, la grandeur A, elle caractérise quoi du défaut? Parce que la taille, c'est la largeur du défaut ou enfin, je me Pardon? demandais, A, c'était quoi comme caractéristique du Ben, c'est défaut? sur le dessin, là. C'est, attends, hop. Tu vois, c'est A, c'est le demi-rayon enfin, non, c'est le rayon de l'ellipse, le grand axe, le demi-grand axe. D'accord? Ok, mais donc c'est ce qui est perpendiculaire à la Oui, contrainte tout à fait. nominale. Oui. Ok, merci. Et, excusez-moi, Oui. j'avais une question quant à l'expression de l'énergie dépensée pour la création d'interfaces. Oui. Il y a un facteur 4 devant le gamma S. C'est lié à quoi? Mais c'est parce que donc la fissure, elle se propage ici à la fois sur la gauche et sur la droite. D'accord? Oui. Et donc, ça veut dire que je crée à la fois une nouvelle surface du côté gauche au-dessus et en dessous, et du côté droit au-dessus et en dessous. Donc, je crée 4
nouveau incrément de surface. Ok. D'accord? Excusez-moi. Oui. Moi, j'ai juste une question par rapport, en fait, quand vous exprimez le volume déchargé, en fait. Oui. C'est quel volume en fait que vous avez pris? C'est le volume d'une ellipse ou enfin? Donc c'est cette ellipse fois l'épaisseur qui vaut 1. D'accord, ok, D'accord? d'accord. Donc c'est la grande ellipse, c'est pas la La petite. grande Enfin. ellipse. Ok, ça va, nickel. Merci. OK. Et donc, pour être complet, vous avez aussi des images de surface de rupture par rupture fragile. La plus souvent observée, c'est ce qu'on appelle du clivage transgranulaire, où la fissure, en gros, elle est légèrement déviée au joint de grain, mais voilà, elle passe à travers. Et donc, ce que vous voyez, c'est des grandes zones brillantes, comme ça, où la fissure est passée, et puis elle rencontre un joint de grain, puis elle passe dans le suivant. Donc, même l'aspect à l'œil nu d'une rupture fragile, c'est parfois, enfin, c'est souvent brillant, quoi. Alors que pour une rupture ductile, on a un aspect tout à fait mat. Le deuxième exemple, c'est un clivage intergranulaire où là, la fissure passe préférentiellement le long des joints de grain. Mais c'est très rare. C'est ceci qui est plutôt observé. Et donc après, on parle de rupture, de rupture ductile. Et donc là, on est vraiment dans le cadre d'un matériau dans lequel vous allez avoir une limite d'élasticité, entrée en plasticité, écrouissage, striction, et puis dans le col de striction, vous allez finalement casser. OK? Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez toujours, donc, vous avez toujours la présence de défauts, et au voisinage de ces défauts, vous avez toujours une concentration de contraintes. Ce qui va se passer, c'est que la contrainte en tête de fissure, elle va atteindre des valeurs qui vont être plus grandes que la limite d'élasticité. Okay, donc vous imaginez, vous avez ici votre défaut, ici une fissure qui voudrait se propager, donc elle doit s'ouvrir et avancer. Et ce qui se passe, c'est que en tête de fissure, là maintenant, j'ai de la déformation plastique. Et si vous vous souvenez, déformation plastique, on a une énergie associée à ça. Donc si je regarde l'énergie par unité de volume nécessaire à déformer un matériau, c'est l'air sous la courbe de traction. Okay, et tout ce qui est énergie de déformation plastique, c'est dissipé, on ne peut pas la récupérer. Okay, alors que l'énergie de déformation élastique, on peut la récupérer. La grosse différence entre les deux, c'est que si vous regardez les ordres de grandeur, on est plusieurs ordres de grandeur de différence entre l'énergie élastique qu'on pourrait récupérer et l'énergie de déformation plastique qui, elle, est perdue. Okay, donc ça, c'est vraiment une grosse différence entre les matériaux ductiles et les matériaux fragiles. C'est si je commence à faire le même bilan, hein, donc pour l'énergie, pour la rupture fragile, j'avais une force motrice qui était l'énergie élastique récupérée. Et donc ici aussi, dans la rupture ductile, je vais avoir une énergie élastique récupérée, mais par contre, je vais aussi avoir une force résistive, hein, pour résister à la propagation de fissures, qui est le fait que pour que la fissure avance, elle doit pouvoir déformer plastiquement le matériau en tête de fissure. Donc ça veut dire que comme force résistive,
Maintenant, j'ai la création de nouvelles interfaces, mais aussi l'énergie plastique dissipée en tête de fissures. Et donc, en mécanique de la rupture ductile, et si on veut donc on veut développer des matériaux qui ont une très bonne ténacité, ce qu'on va essayer de faire, d'abord, c'est d'essayer de minimiser les endroits critiques pour l'amorçage de la fissure. Donc, on verra par exemple des inclusions. Ça, c'est une chose. Mais parfois, ces inclusions, c'est précipité. Mais justement, on les aime bien parce que, par exemple, ils augmentent la limite d'élasticité. Donc, l'autre méthode, l'autre approche, l'autre philosophie, et qui est vraiment la philosophie la plus importante, c'est d'essayer d'avoir un maximum de mécanismes de dissipation en tête de fissures. Par exemple, de dissipation plastique, par exemple, un fort écrouissage. Okay, donc, ça, c'est l'idée de la rupture ductile, c'est qu'on va avoir une dissipation supplémentaire par déformation plastique. Et c'est ce terme ici, DWP. Et en fait, donc, j'ai exactement le même genre de formalisme. Je peux utiliser le même genre de formalisme que pour la rupture ductile, à part que ce terme gamma S plus gamma P, ça ne va plus être le facteur d'intensité de contrainte. On va utiliser ici le GC, qui est un taux de restitution d'énergie critique. Donc, plutôt que d'utiliser le facteur d'intensité de contrainte, on va plutôt parler de taux de restitution d'énergie critique, qui vraiment, c'est le nombre de joules par mètre carré qui sont récupérés quand la fissure avance. Mais là-dedans, vous avez des contributions qui sont récupérées, qui sont donc ça a vraiment les unités d'une énergie par mètre carré, donc c'est par surface de fissure qui a été créée. Et l'élément important dans ce GC, c'est que vous avez là tout le travail plastique. Okay, donc ça veut dire que sigma nominal va devoir vaincre non pas seulement l'énergie de surface, mais aussi l'énergie plastique en tête de fissure. Et ce terme, il est énorme. Enfin, il peut être énorme. Et c'est comme ça que l'on maximise la ténacité, c'est en maximisant tout ce qui est dissipation plastique en tête de fissure. OK? Et donc, vous avez bien compris que ce dont vous avez besoin, c'est d'un lieu d'amorçage de fissure, et puis ce défaut doit s'ouvrir et combattre la déformation plastique autour de lui. Donc, quand je parle d'un défaut qui doit s'ouvrir, typiquement, je vous parlais de précipité. Vous allez, sous l'effet de la contrainte appliquée, comme le précipité et la matrice n'ont pas le même comportement, vous pouvez avoir décohésion. Vous pouvez avoir comme ça aussi ce qu'on appelle de l'endommagement à un joint de grain. Donc, c'est localement, vous avez présence ou formation d'un défaut. Et donc, cette cavité, ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'ouvrir. Et puis, il y a d'autres précipités aux alentours, et vous allez avoir la même chose, des cohésions, ouverture et croissance de cavités. Et finalement, les cavités vont coalescer et vous allez avoir rupture macroscopique de l'échantillon. Et donc ça, c'est le mécanisme de rupture ductile, c'est par la croissance et la coalescence de cavités. Ce qui fait que quand vous regardez au microscope
une surface de rupture ductile, vous allez avoir un paysage tout à fait cabossé, avec ce qu'on appelle des cupules, chaque cupule étant en fait une cavité qui a cru. Donc c'est ce que vous voyez ici. Hein. Vous avez plein de cavités qui ont coalescé, et vous retrouvez encore, si vous regardez ici, ces points plus clairs, ce sont les particules qui ont donné lieu à la formation de ces cavités par décohésion. Et donc voilà, la croissance de ces cavités se fait avec énormément de dissipation, enfin si on veut avoir une bonne ténacité, on doit avoir de la dissipation plastique. Et donc moi, l'image que je donne souvent, c'est de dire, vous devez imaginer que vous avez ici une cavité, vous avez une cavité voisine, et en fait, on peut très bien modéliser ce qui se passe dans ce qu'on va appeler le ligament entre les deux cavités, comme une espèce de test de traction à l'échelle microscopique. Et donc, évidemment, que ici j'ai en fait un comportement, ce qui est important comme comportement mécanique, c'est donc la courbe de traction. Ben, au plus je vais avoir de dissipation plastique, par exemple, grâce à de l'écrouissage, au plus je vais avoir une ténacité qui est importante. Je peux donner un exemple précis de travaux sur lesquels de thématiques sur lesquelles on travaille au laboratoire. Donc on travaille pas mal sur l'impression 3D de matériaux métalliques. Donc par exemple le titane. Et l'alliage de titane le plus utilisé, c'est le TA6V. Donc c'est juste un nom parce qu'il contient 6% d'aluminium et 4% de vanadium. Mais ce matériau, il est super parce qu'il a une très haute limite d'élasticité. Mais par contre, en termes d'écrouissage, il est vraiment pas bon. Et donc ça veut dire que en termes de ténacité, c'est pas top. La résistance à l'endommagement, c'est pas bon. Et le problème, c'est que en fabrication additive, bien souvent, donc on part d'un lit de poudre et on fond localement, comme ça, couche par couche. Et on a beaucoup plus de défauts que ce qu'on a dans une pièce forgée. Ce qui fait que ben voilà, le TA6V obtenu par fabrication additive, il ne résiste pas bien du tout à la croissance de ces cavités qui sont déjà là. Et donc il y a vraiment un besoin, de façon générale et pour les alliages de titane en particulier, un besoin de développer des nouvelles compositions d'alliages de titane qui vont avoir un fort écrouissage, ou en tout cas ce qu'on appelle une tolérance au défaut. Et donc on développe des alliages à très très fort écrouissage et qui ont des valeurs de ténacité alors qui sont 10 à 15 fois plus élevées que le TA6V conventionnel. Et donc en fait, après, quand on imprime des pièces avec des défauts, ben, on se rend compte que la réponse mécanique reste quasiment équivalente à ce qu'on aurait sans défaut, c'est-à-dire que on a à prescription encore un comportement, ce qu'on appelle post-striction, qui est tout à fait acceptable malgré la présence de défauts. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais il y en a des centaines quoi, de projets, enfin pas de moi, donc là je vous en parle d'un, il y en a un qui s'est terminé plutôt sur du multicouche, enfin, utiliser la dissipation plastique dans une couche voisine pour faire en sorte qu'une couche qui est par ailleurs, elle, plus fragile, ben, que comme on dissipe dans une couche qui est mise par exemple au-dessus d'elle et qui dissipe bien l'énergie plastique, ben, on rend en fait une couche qui est
un maillon faible, on la rend beaucoup plus résistante parce qu'on dissipe, on dissipe par ailleurs. Alors, pour terminer sur la rupture ductile, il y avait donc l'essai Charpy pour mesurer la ténacité. Je pense que vous voyez ça en labo, même si c'est à distance. Est-ce que vous avez besoin du film ou ça vous a suffi? Je pense qu'on l'a vu au labo et on voit comment c'est. Ouais, C'est juste ouais. un. Donc, c'est juste un bloc avec une préfissure ici, mais c'est une préfissure qui est vraiment macroscopique, quoi, hein. Donc, et ce qu'on fait, c'est que on donne une certaine énergie potentielle à un pendule, on le balance, c'est brutal, hein. On casse la pièce, et puis on mesure à quelle hauteur ça remonte. Et donc l'énergie potentielle qui est perdue, eh ben, elle est perdue dans la rupture de la pièce. Alors c'est un essai en fait industriellement très 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 important, et qui est, enfin voilà, c'est utilisé comme norme qualité en disant ben voilà, nous on veut une énergie Charpy d'autant, mais comme je vous l'explique dans les vidéos, ce n'est pas du tout une mesure intrinsèque de la ténacité. Ténacité, ça veut dire résistance à la propagation d'une fissure. Et ça se fait dans des tests qui sont beaucoup moins, je veux dire, grossiers et macroscopiques que ça. Ici, en fait, on va mesurer l'énergie nécessaire pour casser l'entièreté de la pièce et pas juste pour propager une fissure dans la pièce. C'est pour ça que, comme on ne mesure pas une grandeur intrinsèque d'énergie nécessaire à propager une fissure, mais plutôt à casser un échantillon macroscopique, ces essais Charpy sont normalisés. C'est-à-dire que, voilà, en termes de dimension, rapport longueur sur épaisseur, la géométrie de l'entaille, eh ben, tout ça est écrit dans des normes que l'on doit suivre. Et à ce moment-là, en fait, on peut comparer un matériau à un autre sur base d'un même essai Charpy, mais qui est donc dépendant de la géométrie que l'on a utilisée. Alors que, voilà, normalement, un essai mécanique devrait être indépendant d'eux. Ce que je veux dire par là, c'est que imaginez, enfin, voilà, qu'une limite d'élasticité dépende de la géométrie de votre échantillon. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, la limite d'élasticité, c'est fait lors d'un essai de traction, et c'est égal à la force fois l'air au moment où on rentre, divisé par l'air au moment où on rentre en plasticité. Donc ici, message, essai Charpy, besoin de suivre des normes parce que si on veut comparer d'un matériau à un autre, on est dépendant de la géométrie. Et j'avais terminé donc la ténacité en parlant du fait que voilà, un grand nombre de matériaux passent d'un mode de rupture ductile à température ambiante et à plus haute température, quand on va vers les températures cryogéniques, à une rupture fragile. Et donc, comme l'énergie nécessaire à casser de façon fragile est bien moindre que de façon ductile, on peut avoir le type de problème que vous voyez ici sur un pont au Canada qui a cassé de façon fragile parce que sans doute que déjà ils n'avaient pas bien choisi les matériaux à la base, mais donc voilà, et que la température était très basse, hein, donc on peut dans des hivers rigoureux au Québec aller à des températures qui vont jusqu'à moins 40, et donc ça a cassé de façon fragile.
écoutez aussi bien dans la vidéo, j'insiste bien sur un exemple, un contre-exemple du fait d'un matériau qui a un très bon écrouissage, mais qui par contre a une ténacité qui n'est pas bonne, dont on a parlé dans les cours précédents, qui sont les aciers tripes. Ces aciers où on a, en cours de déformation plastique, on a formation de martensite à partir d'austénite résiduelle. Et cette martensite dure vient durcir en permanence le matériau durant la déformation plastique. Et il se fait que quand on fait un essai de ténacité sur ce matériau, donc vraiment juste de propagation de fissure, ben la fissure, elle ne voit jamais l'austénite qui se transforme en martensite. Les concentrations de contrainte en tête de fissure sont telles que ben, l'austénite se transforme avant que la fissure n'arrive. C'est les concentrations de contrainte et c'est aussi ce qu'on appelle la triaxialité des contraintes. Toujours est-il que la fissure ne voit jamais la transformation d'austénite en martensite. Elle voit par contre de la martensite très chargée en carbone qui est fragile. Okay, et donc, bah, voilà, elle passe à travers, elle la casse. Et donc, on a une ténacité qui n'est pas bonne, en tout cas qui est beaucoup moins bonne que ce à quoi on pourrait s'attendre grâce à l'écrouissage. OK. Des questions? Moi, monsieur, j'en ai une. Oui. Juste, par exemple, pour trouver une température de transition ductile fragile sur un alliage avec, par exemple, 0,63 de carbone, comment on est censé la trouver alors qu'on n'a pas comment dire, une longue ligne comme pour le 0,11%? Donc, en fait, ce qu'on fait, ce sont des essais Sharpie. Donc, on place le matériau, par exemple, dans de l'azote liquide. Okay. On fait une courbe donc, où on a calibré comment le matériau se réchauffait quand il est posé sur le mouton pendule. Donc, imagine, tu prends la pièce, tout ça, tu calibres en mettant des thermocouples, hein, donc tu peux, ou alors on met, enfin voilà, on peut mesurer. De nos jours, on peut mesurer la température, c'est pas très compliqué. Mais donc, voilà, tu sais, par exemple, que je sors de l'azote liquide, je le mets là, et au bout de 10 secondes, je suis à moins 100. Au bout de 11 secondes, je suis à moins 85. Okay, donc, je sais, au cours du temps, comment va varier la température de la pièce. Et donc, je viens faire les essais après différents temps qui correspondent à différentes températures. Donc, je lance mon Sharpie. Si je sais qu'au bout de 10 secondes, je suis à moins 100, ben, au bout de 10 secondes, paf, je vais avoir une valeur d'énergie qui se trouve là. Et puis en fait, ce que tu vois ici, c'est que cette transition-là, elle est hyper brusque. Et donc en fait, on va passer très très vite de ce régime-ci à ce régime-là en quelques secondes. Donc on va pas avoir beaucoup de points ici. Ok. Par contre, sur ceci ici, ben, on va pouvoir avoir plus de points. Alors, quel est le comportement que l'on préfère? Ben, en fait, c'est toujours comme ça. Hein, c'est que il n'y a pas un optimum. Ce qui est chouette ici, c'est que jusqu'à des très basses températures, on a une rupture qui est ductile. Par contre, elle passe en mode fragile sans vraiment s'annoncer, quoi. Donc on a une rupture, on a une transition très 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 brutale. Alors que ici, ben, voilà, on a un comportement où on a une transition plus moins brutale. Et donc ça, quelque part, là, le matériau va prévenir avant de casser de façon fragile.
Mais toujours est-il que si on veut des matériaux qui tiennent à des températures cryogéniques, on doit éviter la transition ductile fragile. Donc imaginez si vous voulez mettre des gaz liquéfiés sous pression à des températures qui sont bien en dessous, dans moins 170 degrés, vous devez à ce moment-là avoir des matériaux qui ont soit des transitions à plus basse température, ou alors des matériaux qui n'ont pas de transition ductile fragile. Il y en a certains, des aciers austénitiques qui ont cette propriété. Est-ce que ça répond à ta question sur comment je peux mesurer ça? Ouais, mais en fait, c'est surtout par rapport en fait à la température. En fait, je me disais que, par exemple, pour le 0,63, Oui. imaginons la température que je cherche ductile fragile, je peux directement prendre celle quand ma courbe a un comportement où elle descend en énergie, où elle C'est-à-dire commence que à descendre. là, tu as une transition, et puis tu vas dire, ben voilà, quand je suis là, ben maintenant, je suis fragile, quoi, complètement. Ok, bon, d'accord, ça va. Et alors, évidemment, que si tu veux avoir les points ici à plus de 100 degrés, tu dois par contre utiliser une étuve, et tu mets la pièce, genre, je sais pas moi, à 200 degrés, et puis tu la déposes sur le charpie, et tu sais qu'au bout d'autant de minutes, de 2 minutes, autant de secondes, tu peux faire ton essai. Ok, ça va, merci. Excusez-moi. Oui. Je pense que ce que Réla voulait dire aussi, c'est que dans le cas du 0,11% de carbone, on peut dire qu'on a vraiment une température bien précise de transition, alors que quand la teneur en carbone elle croît, on a plutôt une plage de température de transition, mais on ne peut Tout à pas fait. vraiment définir une température bien précise, non? Mais donc, en fait, ce qu'on va dire, c'est que, voilà, quand vous êtes ici, vous êtes parfaitement ductile. Quand vous êtes ici, vous êtes parfaitement fragile. Et puis, vous avez une zone de transition où, en fait, même sur la surface de rupture, vous allez avoir un mélange de zones où vous avez du clivage et des zones où vous allez retrouver les cupules d'une rupture ductile. Et donc là, on a un domaine de transition, alors qu'ici, on a une transition brutale. Ok. Et Ok. j'avais aussi une autre question. Si on, allez, pour les aciers tripes, Oui. on dit que selon l'essai Sharpie, ils ont une mauvaise ténacité, mais ça, c'est lié au fait aux conditions précises dans lesquelles l'expérience Sharpie, enfin l'essai Sharpie est déroulé, dans le sens que Alors, écoute, pour un essai en Sharpie, on Sharpie, fait l'entaille avant. en Sharpie, je sais pas trop, mais en tout cas, dans un essai de propagation de fissures, parce qu'il faut bien se rendre compte que l'essai Sharpie, là, c'est pas un essai de propagation de fissures propre. On va mesurer beaucoup plus que l'énergie de rupture. On va mesurer tout ce que vous avez ce gros marteau qui débarque et qui vient déformer plastiquement tout un volume. Et pas juste, on ne mesure pas une énergie de déformation en tête d'une fissure. Donc ça, c'est vraiment un essai macroscopique dans lequel on va avoir, à mon sens, là beaucoup plus l'importance du comportement en traction du matériau. Maintenant, si tu fais un essai de ténacité, donc un essai de ténacité, c'est typiquement tu prends une tôle, euh, tu fais une gratte avec un rasoir. Okay, cette tôle, tu viens la mettre dans une machine de fatigue. Tu cycles. Donc, tu cycles et t'attends de voir commencer une fissure, ce qu'on appelle une fissure de fatigue, à l'endroit où tu avais fait un trait avec le rasoir. Donc, ça veut dire que là, tu as une fissure qui est avec une ouverture qui n'a rien à voir avec la fissure macroscopique qu'on met dans un charpie. D'accord? Et donc ça, après, quand tu as fait t'as fait cette pré-fissure,
Là, maintenant, tu viens ouvrir la fissure et tu viens juste propager la fissure. Donc, tu vas mesurer une énergie nécessaire vraiment juste à propager, qui va être une image de l'énergie dissipée uniquement en tête de fissure. Ok. Donc, c'est un essai beaucoup plus compliqué à faire, parce que, bon, déjà, rien que faire la préfissure, c'est pas simple et ça prend du temps, quoi. Tu peux attendre une journée de cyclage sur la machine de fatigue avant d'avoir ta préfissure. Après, il faut faire le test proprement. Et puis après, il y a encore du retraitement de données qui est loin d'être évident pour bien aller rechercher l'énergie intrinsèque en tête de fissure. Mais mon message, c'est dire ténacité, c'est propagation de fissure. Attention, Sharpie, ce n'est pas une mesure propre de la ténacité, mais c'est un test utilisé en contrôle qualité énormément, parce que c'est beaucoup plus simple qu'un essai de ténacité. Et que, voilà, quand on fait un essai de ténacité sur un acier triple, là, en tête de fissure, il ne voit jamais de l'austénite qui se transforme en martensite. Là, quand la fissure arrive, la martensite est déjà là. Et c'est une martensite très chargée en carbone, qui est fragile et qui casse. Ok, donc c'est correct de dire qu'en règle générale, les aciers triples, ils sont peu tenaces, genre dans tous les cas, pas juste dans le cas de l'essai Sharpie. Mais en fait, peu tenaces, c'est un petit peu exagéré. Ils sont beaucoup plus tenaces que des céramiques. Mais par contre, si on compare leur ténacité à leur capacité d'écrouissage, ils sont étonnamment peu tenaces. Ok. Par rapport à des matériaux qui s'écrouissent très très bien, je parlais d'alliage de titane, qui eux ont des ténacités qui sont vraiment excellentes et qui se comparent très bien avec leur capacité d'écrouissage. Par exemple, ces alliages, tu fais un essai Sharpie, eh ben, le matériau n'est même pas complètement cassé. Et encore, ouais, bon, il est quasiment cassé, hein, mais la fissure ne s'est même pas propagée jusqu'au bout. Tellement, enfin, voilà, tellement c'est tenace. OK. On peut considérer cette partie-ci comme terminée? Ouais. Alors, moi, ce que je propose... Oui. Juste une toute dernière question. Pour le coefficient GC, enfin le paramètre GC, on l'appelle, il me semble, coefficient de restitution, taux de restitution d'énergie. Mais cette énergie, c'est pas l'énergie qui est récupérée, c'est l'énergie qui est dissipée, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ok. Si tu veux, c'est en gros ce que la fissure doit être capable d'aller rechercher pour se propager, quoi. Donc c'est le bilan énergétique, c'est de dire, ben voilà, moi je dois au moins gagner, enfin, ouais, gagner cette valeur d'énergie qui est perdue. Si j'arrive pas à surpasser, c'est un petit peu comme une barrière énergétique, quoi. Ouais. On appelle ça taux de restitution d'énergie critique parce que ben, ça a les unités de joules par mètre carré, quoi. Bon, alors ce que je propose, c'est de discuter au moins, de donner au moins une exemple de questions d'examen. Ce dont vous pouvez être certain, c'est que vous allez avoir un diagramme de phase, ok? Et mon message envers vous, c'est que
avec le cours que j'ai donné sur les diagrammes de phase, on a traité un eutectique en détail, et ce que vous avez fait en TP, le diagramme fer-carbone aussi. Si vous maîtrisez ça, vous faites les points, ils tombent tout seuls, quoi. Par contre, si vous ne savez pas faire la règle des segments inverses et que vous oubliez de voir ce qui est pro-eutectique ou pro-eutectoïde et ce qui vient après, bah, les points s'en vont. Donc, je vais arrêter le partage de ceci. Et alors, comme ça. Hop. Hop. Ça va arriver. Voilà. Alors, est-ce que je peux... Ça me demande un petit peu de préparation. Voilà. Youp. Partager mon écran. Youp. Voilà. Alors, donc, c'est un diagramme de phase que vous connaissez bien. Ça, pour le coup, je reprends exactement le diagramme de phase fer-carbone. Donc, mes questions commencent toujours avec une considération théorique. Donc là, si vous avez suivi ce que j'ai raconté lors du dernier live sur des exemples de questions que je peux donner, ben, je vous ai déjà dit que je pouvais demander de retrouver, enfin de me redémontrer l'expression qui relie le rayon critique d'un germe à la surfusion. Donc ça, c'est un développement théorique que vous devez pouvoir refaire, et je l'ai bien dit durant le cours. Et donc, en fait, vous voyez, il y a 10 points. Bah, il va y avoir 5 points qui vont être de redémontrer l'expression du rayon critique en fonction du delta GV. Donc, c'est la première partie de la démonstration où vous devez faire le bilan entre force résistive et force motrice avec l'énergie d'interface. Et puis après, il y a comment est-ce qu'on transforme ce delta GV pour avoir la surfusion qui apparaît dedans. Donc, comme ça, vous avez les 10 points, et je vous demande ensuite d'appliquer ça dans le cadre de la fabrication d'aubes de turbines monocristallines, une application que j'ai vue au cours aussi. Ici, moi, ce que j'attends déjà, c'est que surtout que vous me disiez que si je veux faire des monocristaux, ben, je vais travailler à des surfusions faibles pour minimiser le taux de germination. Okay, donc là, vous avez déjà plus de la moitié des points. Et puis alors, je dis, aidez-vous d'un dessin, parce que je vous avais expliqué un petit peu comment on fait de façon pratique pour faire des aubes de turbines monocristallines en allant sélectionner un seul germe. Okay, mais donc, le plus important, c'est surfusion faible. Et donc ça, sont des choses qui sont vues et où ben, voilà, vous devez me refaire
une démonstration et appliquer les idées de cette démonstration dans une application. OK. Alors après vient la question transformation de phase et diagramme de phase. Et donc ici, ben, je vous demande de considérer un alliage à 0,2% en poids de carbone. Et puis donc, je vous demande de suivre la façon dont cet acier passe de 1000 degrés jusqu'à la température ambiante, okay, et me dire ce qui se passe. Donc, ce que j'attends de vous pour cette partie-là de la question, c'est de dire, ben, je suis à 1000 degrés à l'état 100% austénitique, je redescends, j'arrive à une température de, alors là, j'attends pas que vous me donniez un chiffre précis, mais je vais avoir formation de ferrite. La ferrite va graduellement s'enrichir jusqu'à 0,022. L'austénite, elle, va s'enrichir jusqu'à 0,77% en poids de carbone. Quand je passe en dessous du palier à 727 degrés, mais je vais assister à la transformation eutectoïde de gamma en perlite. Et puis, si vous arrêtez là, vous avez déjà tous les points. Okay, ce qui se passe après, le fait que vous allez avoir des carbures tertiaires qui vont se former parce que la solubilité du carbone dans la ferrite elle est déjà faible là, mais elle tend vers zéro ici. C'est plutôt un point bonus. Ok, donc moi ce que je veux, c'est que vous me disiez quelles sont les courbes qui sont suivies et de me raconter l'histoire, donc comment l'austénite voit sa composition changer, et la ferrite, comment elle voit sa composition changer. Et puis, toujours, je vous demanderai de faire un bilan à deux températures qui sont bien souvent la température juste au-dessus du palier eutectoïde et juste en dessous du palier eutectoïde. OK. Donc, juste au-dessus du palier, ici à 727, qu'est-ce que vous avez comme phase? Je vous pose la question. On a de la ferrite et de l'austenite. On a de la ferrite et de l'austénite, ouais. Donc, je vais le noter sur le truc ici, 727 epsilon. On a alpha et gamma. Et ben voilà, le alpha, il a quelle composition? 0,022. Oui, tout à fait. Et le gamma? 0,77. 0,77. Normalement, si vous avez suivi, ça doit être assez direct, quoi. Et puis, qu'est-ce que vous devez encore calculer? C'est les proportions de phase. Alors, comment est-ce qu'on calcule la proportion de alpha et de gamma? La règle des segments inverses. La règle des segments inverses. Et alors, on fait ça comment? Pour alpha? Bah, pour alpha, du coup, on fait notre point d'ancrage, c'était quoi? C'était 2%, il me semble. C'est 0,2, oui. De 0,2, pardon. Donc on fait 0,77 Ouais. moins 0,2 du coup. Ouais. Sur 0,77 moins 0,022. Exactement. Je ne sais pas combien ça fait, mais bon. Voilà. Et donc, pour gamma, ça va être 1 moins ça, où vous faites l'autre segment qui fait par 0,77 moins 0,022. OK? Et ce alpha, c'est un alpha particulier qu'on va appeler le alpha pro-eutectoïde.
je vais le noter ici. D'accord? 727 moins epsilon. Et donc là, ici, je m'attends aussi à ce que vous me fassiez un petit dessin de la microstructure. Je n'ai pas besoin de grands trucs d'art. Hein. Donc, si vous me faites des grains, un mélange de trucs comme ça, non, voilà, ça c'est. J'ai des grains de alpha, j'ai des grains de gamma. C'est bon, quoi. J'ai pas besoin de grands tableaux artistiques. Maintenant, à 727 moins epsilon, qu'est-ce que j'ai? Et c'est là qu'il faut, si vous voulez prendre les points, il faut bien suivre ce que je vous ai enseigné, disant je peux prendre en compte ce que j'avais avant pour comprendre ce que j'ai après. Hein, donc, qui est-ce qui se lance? Bah, en ça, si on est à moins epsilon, l'austenite va suivre la courbe jusqu'à arriver à le tectoïde, pardon. Donc, on va avoir F3, on va avoir de la cémentite secondaire, tectoïde, pardon, et de la ferrite secondaire. Et ensuite, on va avoir toujours notre ferrite primaire. Ouais. Donc, on va toujours avoir le alpha pro. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a fait le calcul de ce que ça donnait, ça, en termes de proportion. Hop. Juste, ça donne pour information 76,2% pour la ferrite et Ouais, du coup. c'est ça, 76,2. Donc ça, 76,2. Et donc l'autre, c'est 23,8. Quoi. Donc ça, on va le garder comme ça. Maintenant, j'ai 23,8% qui vont se transformer en du alpha et du Fe3C, qui proviennent de la transformation de l'austenite, qui avait la composition à 0,77% en poids de carbone, et se transforme en alpha plus Fe3C, et ça c'est ce qu'on appelle de la perlite. C'est un eutectoïde, ça va avoir une morphologie lamellaire, et dans cet eutectoïde, donc je peux faire le bilan de ce que j'ai. Donc j'ai du alpha, sa composition, ça va toujours être 0,022, d'accord? Et le Fe3C, c'est quoi sa compo? C'est 6,67. D'accord? Son carbone. OK? Maintenant, j'en ai combien de tout ça? Je vous écoute. J'ai combien de alpha dans ma perlite? J'ai combien de cémentite dans la perlite? Pour le alpha, on fait aussi la règle des segments inverses en prenant comme point d'ancrage le 6,67. Comme point d'ancrage, 6,67. Enfin, et le 0,77. Ouais, ok. Moi, ce que je comprends comme le point d'ancrage, c'est le truc où on fait le point pour faire le levier. Donc, on a 0,77. Ah, ouais, okay. Ok, donc tu fais 6,67 moins 0,77. Sur 6,67 moins 0,022. Exactement. Ok, donc c'est super important que maintenant on est en train de suivre c'est l'austenite qui a cette composition-là. Et donc le point milieu du levier, c'est 0,77. Et ça, de tête, ça fait 88%.
Et pour la sémantite, ça va faire 12%. OK? Et si vous devez faire la microstructure de ce truc-là, ben, ça va vous donner du alpha, et puis le gamma qui était ici, le gamma là, ben lui, il va se transformer en ça, c'est la perlite. Donc ça, on va faire 23,8% de perlite. Et donc vous avez bien là fait les différences entre ce qui était pro-étectoïde et ce qui arrive après. Par contre, si vous ne suivez pas ça et que vous faites juste un bilan en disant j'ai du alpha et du Fe3C et que vous mélangez le alpha pro et le alpha qui est dans la perlite. Hein, donc, en fait, moi ici, si vous regardez sur dans les calculs, j'ai 76% d'alpha proétectoïde. Et puis après, je vais avoir 88% des 23,8 qui sont du alpha qui est dans la perlite. OK? Alors, si maintenant, ce que vous me dites, c'est de dire, ben, j'ai du alpha et je mélange celui qui est dans la perlite et dans la ferrite, parce que juste, vous n'avez pas compris qu'il fallait faire les bilans comme ça. Ce que vous allez faire, c'est me dire, j'ai du alpha, et pour savoir combien, ben, je vais faire le segment inverse en utilisant 0,2 comme point levier. Donc 6,67 moins 0,2 divisé par 6,67 moins 0,022. Vous allez faire la même chose pour la sémantite. Mais par contre, ben voilà, vous ne me parlez pas de proétectique, de ce qu'il y a dans la perlite et compagnie. Et donc, s'il y a 5 points quand on a tout ce qui est bon là-dedans, là, vous avez 2. Si vous ne faites pas le pro et le... Donc ça, je pense avoir bien insisté là-dessus. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Ouais. Mais juste une question. Oui. Du coup, en moins epsilon, on doit aussi décrire tout ce qui est ferrite primaire et sémantite tertiaire, j'imagine aussi, non? Donc alors après, c'est si jamais je vous demande qu'est-ce qui se passe quand on continue à descendre, mais je vous demande pas de faire des bilans là, je suis gentil. Si je vous le demandais, ce qu'il faut faire, c'est dire que ben, après, j'ai du alpha, mon alpha pro qui était donc à 0,022, ben lui, il va voir sa teneur en carbone chuter, et je vais créer former de la sémantite tertiaire. Comment est-ce que je peux calculer la teneur en sémantite tertiaire? Ben là, ici, je suis à un alpha qui avait 0,022 et qui descend. Donc, par exemple, imaginons ici que je suis à ce point-là, et je veux calculer la quantité de carbures tertiaires qui se sont formés dans le alpha pro-eutectoïde. Ben donc là, je vais utiliser comme point d'ancrage le point de levier 0,022. OK? Donc, si je mesure. Imaginons que je veux calculer le Fe3C tertiaire. Mais là, donc, comme je vous dis, c'est le 0,022 qui est le point levier. Je veux la quantité de sémantite. Mais donc, je vais aller, règle des segments inverses, je vais aller vers le alpha. Donc, ici, on va considérer que c'est 0, la concentration dans la ferrite à la fin. Donc, mon calcul, ça va être 0,022
moins 0, divisé par le segment total, qui est 6,67 moins 0. Ça ne doit pas faire grand-chose, hein. Je ne vais pas calculer, mais est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Oui. OK, puis alors maintenant, si vous voulez être encore plus complet, vous dites, ben, voilà, dans ma perlite, mes proportions de phase vont aussi avoir changé un petit peu, parce que ben, quand je vais faire les règles des segments inverses, toujours à ce moment-là avec 0,77 comme point levier, ben, vous allez avoir, ça va être légèrement différent, c'est plus 0,022, mais 0. OK? Donc ça, c'est vraiment de l'utilisation comme vous avez fait au cours. Et donc, voilà, vous aurez certainement ça c'est évident. Et puis alors, souvent, j'ai une question qui est ouais, plus d'utilisation du diagramme de phase pour proposer des traitements thermiques. Donc là, ici, par exemple, comme on parle des aciers, je dis, ben voilà, on a parlé d'acier dual phase, hein, où c'est de la ferrite et de la martensite. Et je vous demande comment vous pourriez calculer la température à laquelle, de recuit pour avoir 25% de martensite. Okay, donc là, ce que j'attends de vous, c'est déjà que vous sachiez me proposer le traitement thermique qui me permet de faire un dual phase, hein, d'avoir ferrite et martensite. Donc j'attends de vous que vous m'expliquiez, ben, on va... D'abord, est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'idée de faire, quel type de traitement thermique on va faire pour avoir un acier dual phase ferrite plus martensite? On peut faire une trempe thermique contrôlée, dont la vitesse on peut la déterminer sur base du diagramme TTT. Oui, c'est ça. Donc on va tremper le plus rapidement possible. Ça, je suis d'accord, mais tu vas tremper à partir de quel type de microstructure? À partir du domaine monophasé gamma de l'eusthénite. Donc il faut d'abord chauffer le tout à peu près 1000 degrés, 900 degrés, pour convertir tout le matériau initial en austhénite. Et à partir de là, il faut faire des trempes rapides et descendre à une température telle que, en suivant un diagramme TTT, on peut obtenir un pourcentage de 25% de martensite. Et le reste, ce sera quoi? Parce que moi, ce que je veux, c'est 75% de ferrite et 25% de martensite. Si... Donc, je suis d'accord avec toi que le produit de trempe de l'austénite, c'est de la martensite. Mais moi, on pourrait se mettre dans la phase alpha plus... Pardon. Pardon? On pourrait se mettre dans la phase alpha plus gamma. Exactement. C'est ça qu'il faut faire. Donc, il faut aller se mettre dans le domaine alpha plus gamma, avoir 75% d'alpha et 25% de gamma. Et puis on trempe. Et donc maintenant, le tout, c'est d'aller voir quelle est la température à laquelle je vais avoir du 50-50, du 25-75. Et donc là, ici, ce que je vous propose dans cet exercice, c'est de calculer exactement cette température de recuit en faisant l'hypothèse que les droites, enfin que les lignes de transformation sont des droites. Hein. Et donc je vous donne, vous avez, donc ceci est une droite, ceci est une droite, vous avez ce point-là, vous avez ce point-là, et ce point-là, je vous le donne en disant que la température à laquelle le fer pur se transforme en austénite, c'est 910 degrés. Okay, donc, vous avez deux droites, vous allez chercher la température, ou quand vous faites la règle des segments inverses, vous avez 25 et 75%. Et donc là, ben, voilà, vous avez deux équations de droite, vous avez juste exprimé la règle des segments inverses.
et vous calculez comme ça une température exacte, parce que on travaille sur, vous connaissez votre acier, c'est 0,2% en poids de carbone. Et donc, vous pouvez aller comme ça calculer l'endroit où vous êtes à 25, 75. Donc, il y a un petit peu de calcul, mais je pense qu'une équation de droite, ça ne doit pas vous faire trop peur. Parfois, oui, il y a un petit peu de calcul. Par exemple aussi, calculer l'intégrale de sigma d epsilon pour calculer une énergie. Ça m'arrive de demander ce genre de choses, quoi. Je ne sais pas si pour vous, ça démystifie un petit peu l'examen, mais voilà, vous aurez une question de ce type-là, sûr et certain. Vous aurez une question où il y a de la cristallo, où là, typiquement, je vais vous donner une maille unitaire, et là-dedans, vous allez devoir me donner des directions, des plans. Alors, je peux mixer ça avec d'autres choses reliées à la cristallographie, comme vraiment des choses où on parle de défauts cristallins, surtout les dislocations, par exemple, on a vu la loi de Bragg pour la caractérisation la caractérisation des différentes phases présentes au sein d'un matériau, où là, clairement, cette loi de Bragg, elle relie les espaces interplans cristallins avec l'angle à laquelle les angles de diffraction. Voilà, donc je mets ensemble différentes parties qui mêlent des concepts théoriques à des exercices, quoi. Et cette année-ci, l'examen sera plus court que les années précédentes. Donc, si vous avez regardé des examens des années précédentes, il y a souvent, il y a plutôt 4-5 questions. Il y en aura beaucoup moins cette année-ci. Il y aura 2 ou 3 questions. Voilà. Donc, ça, c'était un exemple. Il faudrait peut-être passer aussi un petit peu de temps pour ceux qui ont des questions sur les parties précédentes. Monsieur, Oui. excusez-moi juste, est-ce que la partie qu'est-ce qu'on devra en retenir de la partie des polymères? Donc, dans la partie des polymères, ce qui est important pour moi, c'est déjà tout le concept d'élasticité enthalpique et anthropique, et le fait que ces matériaux ont les 2 types de comportements en fonction de la température, donc enthalpique en dessous de TG, anthropique au-dessus. Okay, donc ça, c'est super important, que ça se voit donc très très bien sur la variation du module de Young en fonction de la température. Donc on change à la température de transition vitreuse sur 3 ordres de grandeur. Donc des graphes où vous êtes capable de me montrer que E en dessous de TG est de l'ordre de quelques GPa, et au-dessus de TG on chute à quelques MPa. Ce sont des graphes importants. Donc vous êtes capable de m'expliquer quels sont les phénomènes au-dessus et en dessous de TG. Au-dessus de TG, on est en train de tirer sur des liaisons, les chaînes ne sont pas mobiles. Au-dessus de TG, c'est les chaînes qui se meuvent les unes par rapport aux autres, et qu'en fait, au-dessus de TG, la valeur du module de Young va dépendre de la microstructure, ce qui n'est pas le cas dans le cadre des matériaux des matériaux qui restent anthropiques. Et ça, le professeur Van Meel, dans son podcast,
a insisté encore plus là-dessus que moi. Je vais juste reprendre le temps dessus. Voilà, ce graphe-ci, là, il est important. Hein. Vous prenez un thermoplastique complètement amorphe et un thermoplastique semi-cristallin. Ce que vous voyez là-dessus, c'est que voilà, quand on est à basse température, vous avez un module de l'ordre de quelques GPa, et ces deux matériaux vont avoir des modules tout à fait comparables. Par contre, quand je vais passer la température de transition vitreuse, qu'est-ce qui va se passer? Celui-ci, il est complètement amorphe, il va voir son module de Young chuter sur 3 ordres de grandeur, et puis il va entrer dans le comportement du TG qui est visqueux, jusqu'à devenir complètement liquide. Et en fait, la longueur du plateau ici va dépendre de la longueur des chaînes. Okay. Au plus les chaînes vont être longues, au plus vous allez pouvoir monter en température avant que ce truc c'est cool, comme de l'eau. Okay. Le matériau semi-cristallin, lui, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la partie cristalline, elle, au-dessus de TG, il n'y a rien qui change. Elle est cristalline, donc elle a un comportement enthalpique. Okay, donc elle continue à se comporter comme si elle n'a pas vu de TG. Elle. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la chute que je vais avoir à TG est juste reliée à la quantité de phases amorphes. Donc si je n'avais pas de phase amorphe, j'aurais un truc qui, dont le module de Young, ok, il va diminuer un petit peu avec la température, mais jamais chuter sur 3 ordres de grandeur. Et donc, l'importance de cette chute va être directement reliée à la fraction de phase cristalline. Et cette phase cristalline, elle va fondre à la température de fusion de la phase cristalline. Et puis à ce moment-là, on a un polymère qui est complètement fondu. Vous voyez, on appelle ça ici reversible processing, parce que, et ça j'ai insisté là-dessus quand on a parlé des polymères semi-cristallins aussi, c'est que cette phase semi-cristalline peut être vue comme des liens forts entre les chaînes amorphes, comme dans les polymères qui sont réticulés. La seule différence, c'est que cette phase cristalline, elle fond. Donc je peux avoir un matériau complètement liquide et que je peux resolidifier, remettre en forme et compagnie. Les matériaux de type thermoset, les résines, entre les chaînes, vous avez des liaisons fortes, mais donc pas une phase cristalline, mais des liaisons covalentes fortes, qui, elles, quand je vais, pour les casser, je vais devoir casser aussi les chaînes amorphes. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne fonds pas, je brûle. Okay, donc voilà, ça c'est des éléments importants sur les polymères. Un autre élément important qui est dans la présentation de... donc c'est ce que vous voyez ici, hein, sur ce graphe-ci. Vous avez, quand on a des liens chimiques entre les chaînes, ce qui se passe, c'est qu'on a une chute du module, et puis on a un plateau, et puis on brûle, quoi. Ça ne devient jamais liquide. Et alors, en fait, la longueur, l'importance de cette chute va être directement reliée à l'importance de la densité de pontage, exactement comme vous avez ici pour la phase cristalline. Quoi. Plus vous allez avoir des pontages, au moins les chaînes vont pouvoir bouger les unes par rapport aux autres, voire ne plus bouger du tout. Et donc vous allez avoir
un comportement, vous allez avoir une très petite chute aux alentours de TG, puis un truc qui est vraiment constant, et puis pas de fonte, mais je brûle. Ça, c'est le comportement, un ensemble de messages importants sur les polymères. L'autre élément important, c'est... Oui. En fait, toujours dans ces slides, quelques slides après, on dit que l'énergie ou l'entropie élastique, enfin la réponse énergétique ou anthropique est un phénomène réversible, alors que la réponse visqueuse est un phénomène irréversible. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu en contraste avec ce qui est indiqué dans les deux slides précédents, en disant que quand on a le domaine viscoélastique ou visqueux, on peut avoir un processus réversible, alors que avec les thermosets et les élastomères, c'est irréversible. Alors que dans ce cas-là, il n'y a pas de viscosité. Donc, en fait, ce qu'il y a, mais c'est que c'est des choses que vous verrez aussi en plus de détails plus tard. Mais quand on est dans le domaine viscoélastique, on dit qu'il y a une partie, donc la partie élastique est dite réversible, et il y a la partie visqueuse qui est irréversible. Et en fait, on peut, si tu vas dans la modélisation, enfin la représentation du module dans la partie viscoélastique, ce module, tu peux l'écrire comme la somme d'un module réel et d'un module imaginaire. La partie imaginaire voulant dire que, en fait, par rapport à la contrainte que tu appliques, tu as une réponse qui n'est pas en phase avec la contrainte que tu appliques. La déformation n'est pas exactement en phase, elle a un certain retard, et c'est ce qu'on appelle la composante visqueuse. Et donc, il y a toute une théorie où on calcule la proportion d'énergie élastique, enfin viscoélastique, qui est perdue de façon visqueuse. Mais ça dépasse complètement le cadre de ce cours. Ici, pour moi, l'important, c'est que vous ayez bien en tête que les matériaux polymères ont un comportement déjà à température ambiante qui est la somme de deux réponses. Une réponse visqueuse et une réponse élastique, et que ça va de pair avec ce qu'on appelle l'équivalence temps-température. C'est-à-dire que quand on va solliciter un matériau polymère, vous pouvez avoir une réponse, si vous le sollicitez rapidement, vous avez une réponse qui est de type élastique. C'est-à-dire que vous ne laissez pas le temps aux chaînes de polymères de glisser les unes par rapport aux autres. Vous avez une réponse qui est ce que vous avez sur le slide ici, comme une balle magique. Donc vous récupérez l'énergie élastique que vous avez stockée lors du choc. Et ben, vous avez un rebond de la balle, parce que la vitesse de sollicitation était rapide. Vitesse de sollicitation ou température élevée. Et donc, si vous augmentez la température, votre polymère va avoir tendance à se comporter de plus en plus de façon visqueuse. Donc l'idée, quand je donne cours avec ce matériau qui s'appelle le siliputi, c'est je dis, voilà, je fais une boule avec ça. Je ne sais pas si je l'ai.
je regarde juste en vitesse si j'ai pas un échantillon sous la main. Bon, après, c'est pas le mieux de faire ça. J'en ai un. Ouais. Est-ce que je vais savoir ouvrir la boîte? Ça, c'est autre chose. Voilà. Alors, j'essaie de voir ce que vous voyez à la caméra, par contre. Donc, j'ai une boîte ici avec du Siliputi, mais donc qui s'est complètement. Alors, je vais en faire une boule. Je vais essayer de mettre peut-être la caméra comme ça. Je sais pas si. Ouais, j'ai enlevé le fond. On va mettre tout ce qu'il est, ça. Voilà, un design. Plein écran. Appliquer des effets. Ok. Hop. Appliquer. Voilà. Je sais pas si vous voyez une balle. Ouais, on voit. Donc ça c'est. Bon, après, c'est ma caméra me casse un peu les pieds. Donc j'ai une balle que j'ai vraiment formée à partir d'un truc qui était dans une boîte comme ça, qui s'est étalé complètement. Donc si je remets cette balle là-dedans et qu'on attend 45 minutes, chose qu'on va faire, ben cette balle, elle va s'étaler dans le pot. OK? Et cette balle, si je peux la faire rebondir. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais elle rebondit comme une balle magique sur mon bureau. D'accord? Donc là, c'est parce que la vitesse de sollicitation et le temps d'observation sont courts. Par contre, maintenant, ce que je peux faire, je vais faire un truc, c'est je la mets en forme. C'est juste un boudin. Et ce boudin, je peux le déformer tout doucement. Puis au-dessus, tout doucement. Et en fait, à un moment, il s'écoule de façon partiellement visqueuse. Et il va même fluer sous son propre poids. Et donc ici, je donne le temps aux chaînes de bouger les unes par rapport aux autres, de glisser les unes par rapport aux autres, et j'ai un comportement qui est visqueux. Si j'avais été plus vite, donc je vais tirer rapidement, ben là, j'ai cassé et j'ai eu, vous avez bien vu, il n'y a pas de réponse visqueuse. Par contre, ce qui est cool, c'est que si maintenant je remets juste les deux parties en contact et que j'attends un petit peu, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un phénomène d'auto, comment est-ce qu'on appelle ça? Self-healing, en anglais, c'est d'auto-guérison, d'auto-réparation du matériau, parce que ce qui va se passer, c'est que là maintenant, les chaînes d'un côté vont aller en contact avec les chaînes de l'autre côté du plan de rupture, et puis en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est recommencer. Vous voyez, là maintenant, c'est pas encore complètement réparé, mais je peux recommencer à tirer dessus, et ça tient. On y fait doucement. Donc, le message important ici, c'est que, donc ici, je vous montre l'effet d'une vitesse de sollicitation, où voilà, si la vitesse de sollicitation est telle qu'elle est beaucoup plus grande que le temps moléculaire pour que les molécules puissent bouger
les chaînes puissent bouger les unes par rapport aux autres. Donc si ce temps est beaucoup plus court que ça, j'ai un comportement élastique. Si le temps de sollicitation est beaucoup plus lent que le temps nécessaire pour les chaînes pour bouger les unes par rapport aux autres, à ce moment-là, j'ai un comportement visqueux. Et donc ça, c'est l'aspect temps. Maintenant, vous avez aussi l'aspect température. Si vous êtes bas en température, ben là, les chaînes vont vont pas pouvoir bouger les unes par rapport aux autres, et donc vous allez avoir un comportement élastique. Par contre, quand j'augmente la température, vous n'allez pas passer dans un domaine de comportement où là, vous allez être de plus en plus visqueux, donc avec une composante visqueuse qui est, quand on la traite mathématiquement, c'est une composante qui n'est pas en phase avec la sollicitation mécanique appliquée. Et en fait, ce déphasage, c'est un angle qu'on appelle delta. Si vous pouvez lire par rapport à ça, si vous regardez un peu sur Wikipédia ou autre, vous trouverez des choses sur les modules imaginaires des polymères. Donc, ce déphasage, en fait, il peut être mesuré expérimentalement. Donc, ce delta, en fait, on mesure la tangente de cet angle delta. Et donc, c'est une quantification de l'importance de la réponse visqueuse dans la réponse du matériau. Donc ça, c'est le Siliputi. Excusez-moi. Oui. Vous avez dit que c'est lors du comportement visqueux qu'on a le déplacement des chaînes les unes par rapport aux autres, ou lors de la réponse élastique? Donc, non, la réponse élastique pure, non, ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes le comportement visco-élastique, la réponse élastique vient du fait que ce qui fait le rebond, c'est juste que tu récupères l'énergie stockée dans tes liaisons dans le rebond et que les chaînes n'ont pas bougé les unes par rapport aux autres. Okay, la réponse visqueuse vient du mouvement des chaînes les unes par rapport aux autres. Ok. Donc l'important, c'est ces deux comportements qui peuvent on peut avoir soit un truc mixte où on a visqueux et élastique, ou alors, si on va vite, on va être élastique, si on va lentement, on va être visqueux. Et en fait, c'est comme quand on passe de basse température à haute température. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de superposition temps-température. Donc si vous suivez des cours plus avancés sur les polymères, ce sera des choses sur lesquelles vous aurez des données en plus, et vous verrez ça en beaucoup plus de détails, mais ça dépasse complètement le cadre d'un cours d'introduction comme ça. Monsieur? Oui. Moi, j'ai juste une question concernant justement le cours sur les polymères. Instantanément, le professeur, il a parlé d'un coefficient de Poisson, mais on n'a jamais entendu parler de ça Vous n'avez avant. jamais entendu parler de coefficient de Poisson? Il est dans la partie théorique, dans le syllabus, ça y est. Mais je peux je pense qu'on en parle au niveau de l'écrouissage, ou un peu avant ou un peu après. C'est dans l'élasticité. Attends. Alors, là, je vous partage encore mon écran. Là, je ne sais pas non plus où j'en suis. Oui, on voit votre écran, oui. Vous voyez les slides rupture ductile, aspect énergétique. Alors. La page 16 du deuxième syllabus. Non, mais attends.
propriétés mécaniques. Voilà. Déformation sur ce slide-ci. Donc, en fait, quand tu fais un test de traction et que tu regardes dans la zone élastique, donc tu vas avoir la loi de Hooke qui relie la contrainte à la déformation. OK? Donc ça, c'est la contrainte, par exemple, dans la direction X et la déformation dans cette direction-là. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu tires suivant la direction X, tu vas mesurer une déformation dans la direction transverse. OK? Et le lien qu'il y a entre la déformation que tu mesures suivant l'axe X et suivant l'axe Y, c'est ce qui va définir ce qu'on appelle le coefficient de Poisson. C'est ce que tu as dans cette équation-ci. Ah, d'accord, ok. Et donc, en élasticité, la valeur typique d'un coefficient de Poisson, par exemple, si tu travailles avec des métaux, on prend toujours 0,3. Ou un tiers, c'est la tape. Mais voilà, après, ce que je vous dis ici, c'est que ça, c'est en élasticité. Donc, clairement, si tu prends en Y un tiers de ce que si tu perds en Y un tiers de ce que tu as pris en transverse, non, ça dépend. Donc, si tu prends en X, donc si tu prends en Y un tiers de ce que tu as pris en X, on ne travaille pas à volume constant. C'est-à-dire qu'il y a un changement de volume en élasticité. Par contre, en plasticité, et c'est ce qu'on peut mesurer, ça, tout à fait. Donc, tu tires et tu mets un extenso dans la direction transverse et tu mesures la contraction et tu rapportes ça à la déformation que tu mesures dans la direction perpendiculaire. Tu peux mesurer un coefficient de Poisson. Maintenant, une fois qu'on parle de matériaux et qu'on s'intéresse à la déformation plastique, la grande majorité des matériaux, quand ils sont en plasticité, se déforment à volume constant. C'est-à-dire que là, on n'observe pas de variation de volume, alors qu'on en voit en élasticité. Et à ce moment-là, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ça reviendrait à avoir un matériau qui a un coefficient de Poisson de 0,5. C'est-à-dire que c'est un matériau isotrope qui, quand tu prends 1 suivant X, bah, tu perds 0,5 en Y et 0,5 en Z. OK? Et donc, le coefficient de Poisson, c'est ça, sa définition, c'est le rapport que tu as entre la diminution, la déformation dans la direction transverse et la déformation que tu imposes dans la direction axiale. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore des questions? Moi, j'en ai juste peut-être une petite. Vas-y. En fait, je sais pas pourquoi j'ai toujours pensé ça concernant les diagrammes de phase, mais en fait, vous voyez quand on faisait l'analyse de toutes les phases, etc. Ouais. En fait, dans ma tête, pour calculer les ordres de composantes tertiaires et primaires, etc., Ouais. il fallait continuer à suivre le point d'ancrage qu'on avait utilisé au préalable. Non, donc c'est vraiment le truc, c'est un élément important, c'est que tu vois ici sur le diagramme fer-carbone, on commence avec 0,2. Mhm. Okay, et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que ça se sépare en deux phases, alpha plus gamma, une qui suit une compo et qui va jusqu'à 0,022, et puis l'austénite qui va jusqu'à 0,77. Et puis, donc, ce 0,77 va vivre sa vie, et le 0,022 va vivre la sienne. Donc, le 0,77 va faire de la perlite, ou quand tu veux
calculer ce qui se passe dans la perlite, ben, c'est 0,77 qui est le point d'ancrage. Et puis l'alpha proétectoïde, lui, va vivre sa vie à partir de 0,022. Et donc, il va faire des carbures tertiaires, mais voilà, à partir d'un truc qui est 0,022 de carbone. Donc, si tu veux. D'accord? Ok, ça va. Ouais. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment super important que vous sachiez faire ça, parce que, en fait, par rapport à ce que vous voyez dans le cours de chimie physique avec Frédéric Debaste, donc là, vous faites les bilans, vraiment, on vous donne une composition, vous faites toujours les bilans en utilisant le même point d'ancrage. Moi, ici, en fait, j'utilise les diagrammes de phase comme outil prédictif pour dire qu'est-ce que je devrais voir en dessous de mon microscope. Et donc, là, donc, vous avez accès à combien d'alpha je vois qui est proétectoïde. Vous pouvez vous attendre à avoir cette phase perlitique, une phase lamellaire, calculer ce que vous avez dans la perlite, combien de carbures tertiaires. C'est beaucoup plus riche que juste regarder alpha et sémantite en prenant 0,2. Là, vous pouvez faire la différence entre du alpha. Donc, vous pouvez faire la différence entre le alpha proétectoïde, le alpha qui est dans la perlite, la sémantite qui est dans la perlite et la sémantite qui vient de la précipitation de sémantite tertiaire à partir du alpha proétectoïde. Monsieur? Oui. Et du coup, juste le composé tertiaire qui se trouvera dans notre microstructure, il se trouvera normalement autour de notre composé primaire. Oui, tout à fait, autour ou même à l'intérieur. Mais donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut le voir sur les microscopes ou bien c'est trop faible? Après, ça dépend du microscope que tu utilises. Donc, il y a toujours moyen de voir. Ça, Ok. en sciences des matériaux, on a même un truc qui s'appelle la sonde atomique, où on arrive à aller enlever atome par atome et de localiser ça après en termes de où c'était. Mais donc, au microscope optique, il est possible que ces carbures soient trop petits, ou alors que, si tu veux les voir, tu dois les faire grossir. Et ça, la façon de faire ça, c'est de faire un recuit où, tout comme dans les alliages d'aluminium, vous pouvez créer des précipités de plus en plus gros en augmentant la température de recuit. En fait, c'est un phénomène qui s'appelle le mûrissement d'Oswald. C'est que les petits précipités vont avoir tendance à disparaître et les gros à croître. Et donc là, ça va être la même chose. Vous pouvez faire un traitement de recuit qui va faire grossir les précipités et vous les verrez au microscope optique. Sinon, si vous ne les voyez pas au microscope optique, vous pouvez passer au microscope électronique à balayage. Donc le microscope optique, on peut grossir de l'ordre maximum 1000 fois. Le microscope électronique à balayage, ça dépendant du microscope que vous avez, vous pouvez aller à quelques dizaines de milliers de fois jusqu'à 1 million de fois pour ce qu'on appelle des microscopes électroniques avec un canon à effet de champ. C'est une source tout à fait particulière. Ça coûte bien cher. En fait, on a les deux au labo. Et puis alors, après, si tu veux encore aller à des plus gros grossissements, là, il faut passer en microscopie électronique en transmission. Donc là, la préparation de l'échantillon est beaucoup plus compliquée que juste polir et attaquer la surface. Là, il faut faire ce qu'on appelle une lame mince, hein, donc un échantillon qui a localement une épaisseur qui est plus petite que 100 nanomètres, qui est à ce moment-là transparent aux électrons. Et là, on peut monter en grossissement jusqu'à voir en fait même les atomes.
Et les atomes, et même, il y a des modes d'imagerie. Bon, ça, on ne sait pas faire au labo, mais on peut même imager les orbitales électroniques. Donc, pour dire comment on peut aller loin. Donc, en Belgique, il y a un labo qui est mondialement réputé pour la microscopie en transmission, c'est à Anvers. Le nom du labo, c'est EMAT, E-M-A-T. En fait, ils font que de la microscopie en transmission et ils ont des microscopes qui coûtent plusieurs millions d'euros, quoi. Quand je dis qu'on peut aller imager des orbitales électroniques et compagnie, c'est des microscopes qui coûtent de 5 à 10 millions d'euros pièce, quoi. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à imager les protons et neutrons au Non. sein du noyau des atomes? Non, non, non. En fait, quand je dis on a une image des, des, des orbitales, mais on ne voit pas les électrons bouger, quoi. Ok. Et donc, par contre, voir les atomes, c'est encore. Je ne dis pas que c'est facile, mais voilà, un microscope électronique en transmission, ça se fait régulièrement, par exemple, pour aller imager une dislocation et voir voilà, le manque d'une rangée d'atomes et compagnie, ça se fait. Il y a des gens qui sont, en tout cas, des artistes de la microscopie. C'est tout un art hein, de pouvoir euh, utiliser ces machines quand on va à des très grandes résolutions. La machine, elle est tout à fait, elle est dans une autre pièce, quoi. L'utilisateur est dans une pièce séparée parce que bah, tout est blindé. Ne fût-ce qu'un GSM qui sonnerait dans la pièce, ça fout le bordel dans les mesures. Ok, je vois qu'il est 12h01. Je propose qu'on en reste là. Vous pouvez stopper